Disney, est-ce que par hasard vous projetez d'avoir Tron dans votre film Tron? Et quelqu'un? Je hais cet homme. Alors, Tron Ares, ou Ares en français, hein, qui est réalisé par Joachim Rønning, et un écrivain dont j'ai déjà oublié le nom et qui a fait que de la merde. Joachim Rønning, il nous avait fait le fantastique Pirates des Caraïbes 5, et je vais le dire tout de suite, Tron Ares est probablement l'un des moins mauvais films Disney récents. C'est-à-dire depuis que Disney a récupéré des licences et qu'ils veulent exploiter au max et qu'ils font des remakes live action de leurs trucs, c'est vraiment pas le pire. Mais la barre est très basse. Moi, j'ai pas vu Maléfique 2, j'ai pas vu Blanche-Neige, voilà, il y a plein de trucs que j'ai pas vu, j'ai même pas vu La Petite Sirène, enfin bref. Il y a des trucs, je suis pas la cible, c'est normal. Mais Tron, évidemment que moi, j'en attends beaucoup de cette licence parce que je suis un énorme fan des deux premiers films, surtout le deuxième, parce que le premier, j'étais pas vivant quand il est sorti, et le deuxième, là par contre, j'étais en plein dedans, et je l'ai vu grâce à une ressortie en IMAX 3D, c'était peut-être en 2018, et c'était une des meilleures séances cinéma de ma vie. Donc là, Tron Ares, je ne suis pas allé le voir en IMAX pour une raison purement pratique, qui est que il n'y a toujours pas de cinéma IMAX à moins d'une heure de chez moi, et c'est un peu relou, et aussi un peu parce que j'étais allé voir Top Gun Maverick par exemple en IMAX, j'ai vu les Dune 2, etc. Mais parfois, j'avais préféré une séance Dolby Cinema à une séance IMAX. C'était pas le cas pour Top Gun, mais c'était le cas pour Dune par exemple, parce qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de films vendus pour des IMAX qui ne sont pas réellement des films IMAX. Mais par contre, pour les films de Christopher Nolan par exemple, la question ne se pose même pas, parce que c'est des films tournés avec des caméras IMAX. Donc là, une séance Dolby Cinema en 3D, c'est un supplément de 9 € par rapport à un prix normal, ce qui signifie que c'est une place à 26,50 € pour les gens normaux. On adore Pathé et Jérôme Sédou. Non mais bref, moi ça ne me dérange pas, je sais que c'est le prix du premium, mais je constate tout de même qu'un vendredi soir, la salle était relativement vide. J'ai rarement vu la salle Dolby aussi vide. Moi justement, d'habitude, je justifie l'approche des cinémas Pathé d'avoir une approche ultra premium par le fait que en fait, les salles Dolby, elles sont tout le temps pleines en réalité. Là non. Là, c'était vraiment pas plein, il y avait moins de monde qu'on allait voir F1, etc. Bon, il faut savoir que le film passait aussi dans des séances traditionnelles 2D et aussi en 4DX. Donc voilà, quand il passe dans 3 salles, ça joue un peu, ça dispatche les gens. Mais si je dois prendre un exemple, dimanche soir, je suis allé voir Un simple accident de Jafar Panahi, et là, la salle était pleine. Elle était vraiment pleine. Alors, c'est pas le même cinéma, c'est sûr, mais de constater que un film iranien ayant obtenu la Palme d'Or donne la sensation de plus remplir les salles que le dernier blockbuster hollywoodien, c'est tout de même assez cocasse. Alors j'ai pas vraiment de script, et c'est vrai que moi je ne m'amuse pas à raconter le film de façon linéaire pour dire ce que j'ai aimé et pas aimé, ce qui veut dire que ça rend compliqué cette idée d'approche spoil, no spoil. Je vais essayer de m'arranger au montage, mais je pars du principe qu'en réalité il n'y a pas grand chose à spoiler. Je veux dire, il n'y a pas de grosses révélations, de trucs qui gâcheraient si je vous raconte. Puis je pense que si vous êtes là, peut-être vous avez déjà vu le film. Bon, je vais donner mon avis, et effectivement je vais essayer d'isoler quand même les parties qui pourraient révéler des événements de l'intrigue que peut-être on n'a pas envie de découvrir avant d'aller voir le film. Vous le sentez que la vidéo va être longue. À chaque fois je dis que j'essaie de faire vite et ça dure à chaque fois 20 minutes. Là c'est pareil, sauf que je vais monter la vidéo, et là je me fais plus chier que d'habitude. C'est pas tourné en sortie de séance à la webcam. Bref. Donc je me suis fait chier pour le setup, mais vous pouvez très bien écouter la vidéo en faisant autre chose et mettre en x1,5, ça pourrait grandement accélérer. Le film est donc produit par Jared Leto. C'est un peu grâce à lui, j'ai pu comprendre qu'on a ce film, parce que le film Tron 3 original, qui devait être réalisé par Joseph Kosinski, il a été avorté après que Disney enchaîne des échecs avec le film Tomorrowland, à la poursuite de demain, que j'ai toujours pas vu, que j'ai envie de voir. Il y a des gens qui disent c'est bien, et des gens qui disent c'est pas bien, donc voilà, ça m'énerve parce que je sais que c'est à cause de l'échec de ce film qui a coûté très cher qu'on n'a pas eu la suite de Tron. Moi je pense que c'est quelque chose qui est ambitieux, parce qu'en général, à chaque fois que Disney a voulu prendre
un élément de leur parc d'attraction pour en faire un film. Ça a donné Pirates des Caraïbes, ça a donné aussi Jungle Cruise. Bon, Phantom Manor, je crois pas qu'on ait eu de trucs fous, mais c'est pas forcément une mauvaise idée à chaque fois de faire ça. Et Tomorrowland, parce que j'ai compris, ça n'a pas trop marché, mais il n'y avait pas eu que ça, hein. Il y avait eu aussi John Carter, il y avait eu Lone Ranger. Il y a plein de trucs qui ont fait que Disney a stoppé toutes les prises de risques qu'ils faisaient à cette époque-là. Et là, Disney, ils sont rentrés dans une phase d'exploiter au maximum toutes les licences qu'ils ont, notamment toutes les licences de la Fox, hein. Là, je ressors, si vous voulez, de Alien Earth, qui était un niveau de foutage de gueule en termes de respect de la licence qui est quand même stratosphérique. Donc passer à Tron Ares à côté, c'est voilà, la pilule est facile. On pourrait penser à Alien Romulus aussi. Pour moi, Tron Ares se cale à peu près à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on sent vraiment l'envie juste de capitaliser sur la licence, mais ça reste quelque peu compétent. Voilà, il faut, par contre, si tu es vraiment fan des matériaux originaux et que tu en as un peu quelque chose à foutre de la cohérence globale de l'univers, non, ça va pas, mais c'est comme ça. Voilà, c'est vraiment l'industrie qui est, on en est à ce point aujourd'hui. Et je suis pas sûr que ça va marcher. Non, en ce moment, il y a plein de films qui marchent pas chez Disney, même les 4 Fantastiques, tu vois, même côté Marvel, ils n'y arrivent plus. Donc il va vraiment falloir qu'ils repensent leur modèle. Et surtout, cette idée de vouloir remplir la plateforme Disney+, en pensant que voilà, que ça va générer du contenu et de la hype, alors qu'au contraire, ça leur coûte plein de thunes. Et je sais pas s'ils ont des retours sur investissement. Comment justifier le retour de toutes les séries Marvel, de toutes les séries Star Wars, ou d'un truc comme Alien Earth? Franchement, aucune idée. J'avais dit que je ferais pas un truc linéaire, mais je dois quand même parler dès le début de l'accroche quand on rentre dans le film. Juste le logo Disney et l'intro du film, je les trouve particulièrement réussis. Alors en termes de dialogue, c'est un peu vraiment des dialogues d'exposition qui sont là pour te résumer la situation. Ça remplace, si vous voulez, le générique déroulant de Star Wars, hein. Mais il y avait pareil dans Tron Legacy. Et là, je trouve que ça marche vraiment bien. Il y a vraiment, voilà, on essaie vraiment de se raccrocher à ce que faisait la licence avant. Voilà, l'apparition du logo en 3D, tout le début du film, je trouve que ça marche plutôt bien. Et on a cette promesse, quand même, dans le marketing très appuyé de la musique de Nine Inch Nails, qui, alors, c'est une très belle promesse, sauf que effectivement, on ressort de la BO de Daft Punk, qui pour moi est une des meilleures bandes originales de films, toutes films confondus. Parce que pour moi, il y a vraiment tout dans cette BO. Il y a une très belle vidéo de Écran Large qui est sortie tout récemment qui parle de la BO de Tron Legacy et je vais directement vous inviter à aller la voir, ça va m'éviter d'avancer dessus, surtout qu'il a l'air de mieux s'y connaître en musique que moi, mais vraiment je sais que Tron Legacy, ce que j'adore dans la BO, d'abord c'est parce qu'elle colle parfaitement à l'image qu'on voit, il y a un mélange de classicisme et de synthétique qui marche vachement bien, et il y a vraiment une générosité avec les différents thèmes qui se répondent, les ostinati, voilà, il n'y a pas du tout ça dans Tron Ares avec Nine Inch Nails. J'ai pas du tout de thème marquant qui me revient en tête et ça vraiment ça pêche parce que vraiment quand tu me vends le film sur la BO parce que le film précédent a marché sur la BO, bah, je m'attends à mieux que juste un peu comme d'hab, voilà, c'est un peu punchy, mais Trent Reznor, moi j'ai préféré la musique de Challengers, hein, si vous voulez, pour comparer à ce qu'a pu faire Trent Reznor par le passé. Et comme apparemment il a pris un contrat avec Luca Guadagnino, il a aussi fait la musique de Queer que j'ai toujours pas vu. Mais bon, c'est bien, mais pour moi, on est à des kilomètres du travail qu'a pu fournir Daft Punk à leur époque. Et puis après, il y a Jared Leto, qui effectivement est le personnage principal. C'est un programme créé par Dillinger. Donc, dans l'univers de Tron, normalement, il y a une société, Encom, c'est genre Microsoft si vous voulez, et dans le premier film, le héros Kevin Flynn, hein, qui est Jeff Bridges, jeune, dans les années 80, doit prouver que son patron, en gros le mec à la tête de la société Encom, qui s'appelle Dillinger, lui a chouré ses idées, lui a chouré ses jeux vidéo et qui s'est enrichi grâce à ça. Et donc il infiltre Encom, etc. Et il retrouve dans un univers virtuel, il se matérialise dans les serveurs informatiques d'Encom et il va récupérer l'information. Et c'est toute cette idée, dans les années 80, c'était ultra novateur, de représenter physiquement des programmes informatiques et des données. Et donc en gros il y a des véhicules, voilà, qui font de la lumière et ça c'est les données qui se déplacent. Et il y a des programmes et puis il y a Tron qui est le programme qui gère la sécurité du lieu. C'est pour ça que je troll, c'est parce que Tron n'existe pas dans Tron Ares. Dans Tron Legacy, c'était pas du tout un élément central du film, mais il était présent. Il était présent et c'est comme dans le premier film, ce programme qui aide les héros à s'en sortir. Et c'est un programme qui a quand même été développé par voilà, des personnages historiques du premier film.
Alan, le personnage, est présent dans Tron Legacy. Donc celui qui a codé Tron et qui l'a donc fait à son image. En gros, c'est ça, les personnages ils rentrent dans un monde numérique, ils font des programmes à leur image, et les programmes après c'est comme des humains dans une ville numérique. Bon, je ne vais pas vous raconter le premier film, Tron Legacy, je trouve, là, on lui a reproché souvent un peu sa simplicité, on lui reprochait d'avoir des personnages qui manquent de charisme, sauf que tu avais quand même Jeff Bridges qui fait largement le taf, et tu avais surtout une opposition entre lui et Clou, qui était intéressante, parce que Clou, en fait, c'est le personnage que lui a créé dans l'univers de la grille, dans le monde numérique, et c'est lui étant jeune, en fait, c'est lui avec tous ses défauts. Et il y avait quelque chose qui marchait vraiment bien, et Jeff Bridges, vieux, qui a vieilli dans la matrice, il a adopté une philosophie zen, il te dit que la façon de gagner, c'est de ne pas agir. Voilà, il y avait une vraie opposition, il y avait quelque chose d'intéressant. Avec Ares, on a un programme qui est le nouveau maître contrôle principal, c'est genre le super admin du monde, sauf que le méchant, alors Dillinger apparemment a sa société maintenant, et il a tellement tout pompé comme à l'époque, que en fait sa grille c'est la même chose, c'est la même. Alors ça pourrait être l'idée que en fait tu rentres vraiment dans un monde numérique, donc c'est normal que tout soit représenté de façon identique. Ok, pourquoi pas. Moi j'avais l'impression que le monde de la grille, ça avait été créé vraiment par Flynn, et voilà, c'était pas juste une représentation abstraite d'un serveur informatique, des logiciels, etc. Mais bref, il y a les serveurs de Dillinger, parce qu'apparemment maintenant il y a une société Dillinger, et pour moi ça sort de nulle part, parce que Dillinger, notre Tron Legacy, il est encore là. Le fils de Dillinger, il est à la tête, il est au board de Encom, et il se fait virer à la fin, façon Batman Begins, avec Alan qui prend sa place. Donc en fait, et il y avait Sam Flynn, donc le fils de Kevin, qui revient. Pour moi, Tron Legacy est totalement ignoré. Je pense que Tron Ares fonctionnerait mieux comme suite directe à Tron que comme suite à Tron Legacy, parce que dans la suite de Tron Legacy, il y a Sam qui sort, qui est allé dans la grille, comme son père avant lui. Il sort avec une ISO qui est une intelligence artificielle qui est née dans le monde de la grille. Il est né dans... en gros, c'est ça. Il te parle de vie qui est née spontanément. Il y a tout un discours aussi là-dessus. Il te dit, voilà, grâce à ça, on va peut-être pouvoir... grâce à la technologie qu'ils ont de matérialiser des objets, ils vont avoir un nouveau code génétique pour guérir des maladies. Ça aurait dû être la suite de Tron Legacy. Tron 3, je ne sais plus comment ils voulaient l'appeler, j'ai oublié le nom, mais ce truc-là a été annulé, et du coup, on a Jared Leto qui revient avec un nouveau scénar, et ils veulent parler d'IA. Et le problème, là où ça marche pas trop, c'est que tu veux parler d'IA dans un univers où en fait, il y a déjà des IA, parce que Korra, c'était déjà une IA, en fait. C'était déjà une intelligence, c'était même mieux, tu vois, c'était pas un programme auquel on a donné des fonctions et tout, c'était quelque chose qui est né spontanément de cet univers, c'était même beaucoup plus puissant. Et là, ils sont là en mode on va parler d'IA, et puis il y a les gentils qui veulent faire de l'IA pour créer des... il y a des gentils qui veulent se servir de leur technologie laser pour créer de la bouffe, des arbres et tout, et les autres qui veulent créer des armes militaires, et en fait c'est ultra basique. Basique et un jeu de mots, c'est binaire, voilà, pareil. Mais c'est vraiment beaucoup moins pertinent que ce qu'aurait pu apporter le troisième film s'il avait vraiment eu lieu après Tron Legacy. D'ailleurs, ce que je trouve dommage, c'est que ces fameuses IA relâchées dans le vrai monde pour servir d'armes, en fait, elles sont pas très fortes, elles sont pas plus rapides. Alors, les motos et les véhicules sont très efficaces, mais les humains en tant que tels, en fait, ils peuvent pas sauter plus haut, ils peuvent pas courir plus vite. Donc, on te dit au début qu'ils sont super efficaces comme soldats, mais dans les faits, je vois pas ce qu'ils ont de dingue. Alors maintenant, pour revenir globalement sur l'appréciation du film, si tu y vas pour t'en prendre plein la gueule, parce que l'idée c'est quand même de dire qu'il y a des machines du monde de la grille qui vont arriver en ville et foutre la merde, ça on est servi. Visuellement c'est plutôt compétent, c'est ce que je dis, hein, là on est largement devant ce que peut donner un Pirates des Caraïbes, c'est quand même plutôt divertissant. Il y a même quelques phases d'humour disséminées qui sont pas catastrophiques. C'est Ares le personnage principal, mais t'as la CEO de Encom. Elle n'est pas ultra intéressante, voilà, elle fait de la moto, comme Sam Flynn qui faisait de la moto, donc bon, on retrouve un peu cette filiation, mais voilà, encore une fois, Sam Flynn et Korra ont disparu du scénar, donc ils sont plus là, ils sont occupés, et on ne les reverra pas. La bande-annonce nous montre Jeff Bridges, donc le personnage de Kevin Flynn, qui normalement, alors, il y avait le côté de est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il a été sauvegardé quelque part dans ce qu'a récupéré Sam à la fin, on ne savait pas.
Mais le truc, c'est que là, pour le faire revenir, je trouve que la solution est vachement cheap. Le méchant Dillinger veut récupérer un code qui s'appelle permanence, qui permet de faire en sorte que les objets créés depuis le monde virtuel puissent tenir longtemps dans le monde, parce que sinon ils expirent au bout de 29 minutes. Donc bon, voilà, ils ont eu cette idée pour créer un enjeu, un scénar. Sauf que, encore une fois, si tu as vu Tron Legacy, bah, tu comprends que en fait, la question se pose pas vraiment, puisque Cora, elle est sortie sans problème. Et surtout, les interactions entre le monde de la grille et le monde réel, tu pensais que voilà, que Encom allait développer ça. Et en fait, là, dans ce film, pas vraiment. Quand Kim, du coup, la CEO de Encom, se retrouve kidnappée par Dillinger et se retrouve dans leur monde, dans leur serveur, en gros, elle est étonnée de ce qu'elle voit. Elle dit « Ah, j'ai vu un monde avec des lumières. » Je me dis « Attends, comment ça? C'est-à-dire que Sam Flynn, il vous a pas fait des... Il n'a pas développé un truc là-dessus, ils ont juste développé des jeux vidéo entre-temps. Là, vraiment, pour moi, ça n'a pas de sens. Et ce qui a encore moins de sens, c'est que du coup, Ares qui cherche ce code, Kim qui cherche ce code, Kim, elle retrouve le code. Alors apparemment, ça fait des semaines, des mois qu'il y a son collègue qui fouille, il est dans un vieux bureau de Flynn. C'est même pas Sam Flynn, c'est Kevin Flynn. Ils fouillent des disquettes une par une, et là, au début du film, elle arrive, elle prend une disquette, et oh, c'est bon, j'ai trouvé le code. Pardon? Et là, le code, par contre, il n'était pas caché dans une matrice, dans un serveur, il était sur un floppy disk qu'elle a sur une machine. Donc en fait, il avait ce code-là depuis les années 80. Visiblement, Sam Flynn s'en l'a jamais trouvé, s'en est jamais servi, ils n'ont rien fait avec. Il faut attendre ce film-là pour que ce code sorte, et donc les gens se disent on va commencer à l'exploiter. Et pendant ce temps-là, Ares cherche le code, et à la fin, tu apprends que, en fait, si, Kevin Flynn, il a planqué le code dans un serveur, dans une machine, dans son bureau qu'il a créé dans les années 80, et là, ça ressemble à la grille, on avait vu ça dans mon annonce, ça ressemble à la grille du premier film. Et là, je vais rentrer dans la partie spoil, du coup, si on veut, mais pour l'apparition de Jeff Bridges, Ares, il rentre dans le monde, et là, il y a le personnage de Jeff Bridges qui est là, et qui lui dit je suis là parce que toi t'es là. Donc c'est un peu vraiment ta gueule, c'est magique. Mais pour moi, si tu veux faire apparaître Jeff Bridges, et sachant qu'aujourd'hui Disney sait faire du de-aging beaucoup mieux qu'à l'époque de Tron Legacy, c'est à ce moment-là où en fait il y aurait pu avoir Clou dans cette matrice. Ça aurait pu être vraiment le monde virtuel du premier film, et qui est un Clou. Mais il fallait faire le de-aging à ce moment-là, et pas mettre juste Jeff Bridges vieux qui dit « fascinating ». Voilà, ce truc-là, je trouve que se justifie très mal. En plus, Ares, il rentre, il garde sa tenue, la tenue qu'il a à l'extérieur. Normalement, ça marche pas comme ça. Normalement, une fois qu'il est numérisé dans la matrice, il devrait avoir une tenue qui correspond à cette grille-là. Il devrait avoir une tenue comme ils avaient à l'époque des vieux films. Bon, Jeff Bridges aussi, il a une tenue qui est trop moderne par rapport à l'esthétique globale, mais là, c'est vraiment juste pour faire de la référence, genre, ah vas-y, on est dans la vieille grille. Et après, effectivement, moi, je pensais qu'avec les grilles, on allait plus avoir de grilles quand même. Je pensais qu'il y aurait peut-être un climax dans la grille, parce qu'en fait, après, toute la baston a lieu à l'extérieur. Et c'est plutôt joli visuellement. Heureusement, ça se passe la nuit. Au début du film, il y a quand même toute une course-poursuite quand ils essaient de rattraper Kim, où elle est à moto. Là, je trouve qu'il y a des plans vraiment jolis. Quand ça monte, il y a un plan genre drone hélicoptère, où tu vois les lignes rouges des motos qui se baladent dans la ville. Ça fait vraiment penser à l'intro du du deuxième film, mais aussi un peu au jeu des motos, tout simplement. Donc non, il y a des jolis plans, ça va. La musique peut maintenir l'ambiance. Les dialogues sont pas trop catastrophiques. Je sais pas s'ils ont vraiment utilisé de l'IA pour les dialogues, parce qu'à un moment donné, il y avait ces rumeurs ils veulent créer un personnage IA. Et vu qu'Ares est censé être une IA, en fait, tu te rends compte qu'il parle il y a vraiment des dialogues où il parle comme ChatGPT. Quand il parle à Kim dans la voiture, ils sont dans une Honda Civic là, et petit placement de produit, je suppose, à ce moment-là, parce que vraiment, tu as Jared Leto qui cite le modèle de la voiture et tout. Et là, à ce moment-là, il a des dialogues avec elle, et c'est vraiment, on dirait vraiment une IA qui parle. Et tu vois vraiment, je pense que ce qui aurait pu être intéressant, mais en vrai, c'est vraiment rushé, c'est l'idée de cette IA qui devient humaine, en gros, c'est ça le film, c'est en gros, pour la première fois où il sort, il ressent la pluie, il voit les gens, il voit de l'empathie sur les visages, et c'est ça qui le transforme. Mais là où le personnage n'a pas d'arc, c'est qu'en fait, seconde 1, déjà, il est humain.
dès qu'il sort, il a envie de sortir, il a envie de vivre parmi les humains, il a envie d'aider les gens. Et du coup, il ne respecte pas du tout sa programmation. Donc ils auraient dû mieux travailler ce côté. En fait, c'est pas un programme, c'est une IA. Et c'est parce que c'est une IA qu'elle évolue, en fait. Parce que c'est ça, une IA. Sauf que là, c'est juste, c'est pas du tout justifié. Parce que lui, il est d'un coup gentil, Jared Leto, Ares. Par contre, Athéna, la méchante, elle reste toujours méchante. Elle va jamais changer. Si à la fin, quand il pleut, elle fait ah, je ressens et tout. Mais enfin, c'est juste là, vraiment, c'est là où le film foire. Parce qu'il veut parler d'IA. Et en fait, il ne sait pas développer ce propos-là. Et de la même façon, je trouve que quand il rentre dans la grille, donc on te montre la grille d'Encom, et là c'est la même grille que ce qu'on avait dans Tron Legacy, alors que si tu travailles avec l'IA, que tu travailles avec des GPU, aujourd'hui le monde a changé, il y a une façon différente de représenter ce que c'est on te parle même de ferme. Si c'est une ferme, montre-moi des gens ou des machines qui travaillent dans la grille. Montre-moi des réseaux de neurones. C'est quoi une IA? C'est un réseau. Il faut montrer cette notion. Là, c'est pas du tout évoqué. C'est ça que je trouve qui est vraiment foiré. Si tu fais un nouveau film Tron, on est plus de 15 ans plus tard après le film précédent, mais il faut le montrer ce truc. Il faut montrer que c'est une ferme. Et chez Dillinger, c'est pareil. C'est une autre grille rouge. Et la seule représentation visuelle du monde informatique, c'est la payload, en fait, c'est une bombe. C'est genre dès qu'il y a une attaque, brute force, si on va percer le truc, façon. Ça fait penser à comment décrivait le cyberespace William Gibson dans Les Neuromanciens, avec des murs à percer et tout. Mais en fait, c'est trop tard. Je veux dire, on est en 2025, tu peux pas juste faire ça et ne pas, quand tu traites l'IA, évoquer le fonctionnement d'une IA. Avec les données d'entraînement. Et là, il y a un peu de ça. Hein. Quand il rentre dans les serveurs d'Encom, en fait, il absorbe en quelques secondes toutes les vidéos de Kim, parce qu'elle a toutes ses vidéos perso, évidemment, dans les serveurs d'Encom. Et instant, il tombe amoureux d'elle, en gros. C'est littéralement ça qui se passe. Et il y a de l'idée, mais c'est vraiment pas assez bien justifié. Il y a des petits trucs qui marquent. Voilà, qui marche pas, le personnage de Ares, je veux dire, pourquoi lui, pourquoi il est, voilà, parce que c'est Jared Leto qui est producteur et qui veut jouer dedans. Et d'ailleurs, il joue plutôt bien. Hein. Comme j'ai dit, ces dialogues, les dialogues qu'il a avec Jeff Bridges, c'est pareil, à un moment donné où ils font une blague un peu, il veut parler de Mozart, de Depeche Mode, et en fait, au départ, il fait une réponse ChatGPT. Il te dit, Mozart est le plus grand compositeur, machin, et Depeche Mode, c'est un groupe pop. Et après, et tu vois que ce truc évolue, et il a ce blocage de... Et là, il dit feeling et tout. Et je trouvais ça, voilà, c'est facile, mais je trouve que ça marche. Ça t'évoque bien cette idée d'une intelligence artificielle qui passe du procédural à, en fait, je ressens des choses et parce que pour moi, c'est ça le but de l'IA, la différence entre un programme et une IA, c'est que l'IA, elle apprend. C'est ça la grosse différence. Et sans parler uniquement de la partie LLM, hein, vraiment la partie là, on imagine que c'est des vrais IA, et c'était déjà la promesse du premier film en fait à l'époque, puisque déjà les programmes c'était genre des humains qui pouvaient un peu entre guillemets ressentir et trahir, tu vois, des choses comme ça. Et tu as aussi une autre notion qui était que dans Tron Legacy, si tu veux, il y avait quand même toute cette logique du Clou, il a été créé par Kevin. Et en fait, il n'avait pas les droits, c'est pas un super admin, il n'avait pas le droit de créer des programmes, il pouvait que récupérer des programmes et en gros, il pouvait les corrompre. C'est ce qui s'était passé avec Tron qui devient Rinsler. Et donc, il y avait ce côté de voilà, tu peux corrompre un programme en lui changeant ses fonctions. Si tu redéveloppes le programme, tu vas avoir les mêmes briques, peut-être les mêmes fonctions, mais pour un autre effet à la fin. Et là, je veux dire, pour un film qui s'appelle Tron Ares, est-ce que Ares aurait pu devenir Tron? Parce que, bon, ça aurait fait Rey Skywalker, mais je pensais que quand Ares allait apparaître dans le vrai monde grâce à Kevin Flynn qui lui donne le disque et lui donne le portail, d'ailleurs, bon, ça, le portail, débile, mais je me suis dit peut-être qu'on va voir le T qui apparaît sur sa tenue, et en fait, pas du tout. Le Tron n'existe pas. Et oui, pourquoi c'est débile? C'est que, en gros, ils le remettent donc pour retrouver le code. Enfin, ils reconstituaient en gros son bureau chez Encom en récupérant ses vieux systèmes. Pourquoi pas? Mais après, il ressort par la grille, il ressort par ce qu'on a vu dans Tron Legacy. Ce qui veut dire que le truc est connecté à Internet et tout est relié. Genre, là, la notion de cyberespace, elle n'est pas du tout expliquée. Je veux dire, que le mec de Dillinger puisse aller pirater Encom via Internet. Bah oui, ok, d'accord, c'est des serveurs, machin, c'est relié, le cloud, il y a des vulnérabilités, ils attaquent, ok, pas besoin d'expliquer,
ça se comprend. Mais que là, qu'il le fasse rentrer dans un système qui tourne sur une borne d'arcade dans un bureau et qui ressorte dans un autre bureau plus loin, ouais, ça veut dire qu'ils avaient relié le truc. Hein. Mais là, vraiment, ils savaient tout. Et en fait, je trouve ça bizarre de... Jared Leto, je pense peut-être qu'il est vraiment fan du premier film et il voulait se relier au premier film. Mais ça marche plus. Il fallait mieux, fallait regarder les premiers films et le deuxième film. Et je pense qu'il y a moyen de bricoler une histoire pour que ça fonctionne. Mais là, en l'état, ça marche pas vraiment. C'est là, en l'état, et pareil, là où tu vois, il y a une vraie mécompréhension de ce que c'est que l'informatique, c'est qu'à la fin, du coup, le méchant, je vous remets des balises spoil si vous voulez, mais il se réfugie dans sa grille à lui, dans son serveur. Et pour justifier ça, c'est qu'en gros, tu vois qu'il y a un gros backup qui apparaît. Donc il y a backup, il fait... Parce qu'en gros, la méchante Athéna, alors là pareil, elle est sortie, elle dit « Ah mais c'est vos directives, elle tue la mère ». Pareil, la mère, son rôle, il sert à rien. Et elle fait n'importe quoi, elle fait apparaître un recognizer, et elle arrive à bloquer son patron, elle arrive à lui bloquer l'accès. Il ne peut pas empêcher les lasers de s'activer. Et du coup, quand le méchant revient après sa fameuse backup, en fait, il revient dans le monde qui a été détruit par l'attaque de Encom. Le principe d'une backup, c'est de restaurer le système à un état nominal où justement tout allait bien. Le backup, c'est pas juste « ah, c'est bon, tu peux de nouveau accéder au monde ». Et là, d'ailleurs, à ce moment-là, il arrive à activer les lasers. Il fait un sudo start, c'est bon. Alors, et c'est ce problème-là, quoi. Quand tu t'y connais un tout petit peu en informatique, en fait, ne cherche pas à lire ce qu'il y a sur les écrans, c'est des conneries. Je trouvais que dans le premier film, ça marchait, c'était marrant, il y avait vraiment l'idée de représenter visuellement des commandes et tout. Là, dans ce film-là, quand il lance des attaques avec un tiret no GUI, vous voyez, ouais, c'est-à-dire pourquoi il y aurait de la GUI pour se connecter à un serveur ou... Bref, ça, non, c'est complètement con. Et pourquoi est-ce qu'elle se retourne contre son maître? Pourquoi pas? Parce que c'est ce que Clou a fait aussi dans la matrice, enfin dans Tron Legacy, enfin dans le flashback. Clou, à ce moment-là, c'est vraiment ce qui s'est passé. Là, pour moi, Tron Legacy était justifié. Flynn, il va dans son monde. À ce moment-là, il y a un espèce de coup d'état de Clou qui, grâce à sa capacité à corrompre les programmes, parce qu'il a quand même beaucoup de droits, parce qu'il a aidé à construire la matrice, je dis toujours matrice, hein, mais bref, la grille, il a réussi à corrompre et en gros à créer un espèce de coup d'état, mais sans non plus avoir la capacité, sans le disque de Kevin Flynn, il pouvait rien faire, il pouvait pas sortir. Donc tout le scénario de Tron Legacy, je trouve, vraiment s'auto-justifiait, et c'est ce qui justifiait que Flynn était bloqué. Flynn était bloqué parce qu'il y avait un point d'entrée, et à partir du moment où il y avait eu le coup d'état, il n'y avait plus accès sans risquer que Kevin puisse sortir. Et après, il y a eu tout le piège, il a réussi à faire sonner le beeper de Alan, enfin voilà, pour que Sam vienne. Et c'était vraiment le scénario de Tron Legacy, parce que oui, je m'en souviens de ce scénario. Alors que là, dans celui-ci, pourquoi il y a Kevin Flynn dans un monde, pourquoi il ne devrait pas être là, et pourquoi est-ce qu'il peut sortir aussi facilement, pourquoi est-ce que ce monde est relié à l'autre bureau, ça n'a pas de sens, ça n'a vraiment pas de sens. C'est même dans Tron Legacy, alors qu'il y avait déjà Internet, ils n'ont pas cherché à faire des trucs débiles comme ça. Parce que sinon, en fait, si le monde il est relié à Internet, il pourrait se balader partout en fait. Parce que si toutes les machines si tout est connecté à tout, bref, là j'avoue que je pinaille un peu, mais j'avoue que j'ai trouvé en fait tout ce qui concerne l'ancienne grille et l'ancien système, j'ai trouvé que c'était vraiment mal justifié, et pourtant je pense pas que ça soit si compliqué de trouver un truc qui fonctionne. Voilà, et toute cette histoire de ils sont étonnés de la technologie, oh là là, les Dillingers, ils ont réussi à m'envoyer dans leur monde, ils ont inversé la technologie laser, mais c'est depuis le premier film qu'ils arrivent à rentrer dans le monde numérique. C'était pas une erreur, enfin si, à chaque fois il a pas vraiment fait exprès de se matérialiser dedans, mais une fois que tu l'as fait une fois, tu essaies de reproduire. Le premier film c'est ça, c'était déjà une orange, ils essayaient de dématérialiser des objets, donc franchement là, ils se sont vraiment foirés, je trouve, à justifier cette histoire de code de permanence, cette histoire de créer machin. Et en fait, autant d'années plus tard, tu comprends pas que le truc n'est pas plus avancé, sachant que Cora et Sam sont sortis. C'est ça, pour moi, le plus grand crime, c'est d'avoir totalement ignoré la fin de Tron Legacy, qui aurait dû être vraiment le... Voilà, la trilogie aurait été autre chose, hein. On n'aurait pas eu juste des boum dans la grille, mais la promesse était quand même plus intéressante que... Là, on veut parler d'IA, et sachant qu'ils veulent parler d'IA, mais qu'ils n'arrivent pas vraiment à parler d'IA, hormis voilà, que Jared Leto a une petite évolution
Voilà, et puis en fait les méchants c'est les humains et les IA ils sont gentils et puis non sérieux non. Donc ouais, c'est pas un mauvais moment. Franchement, l'intro du film m'a donné espoir, même si évidemment j'avais eu tous les retours presse et youtubesques qui étaient vraiment pas bons. Mais c'est vrai que je sais qu'à froid, plus je vais y penser, plus je vais me dire que ce film est une déception parce que j'attends plus de cette licence. Alors je sais que j'attendais pas plus de Disney. J'avoue que c'était peut-être même mieux que ça à quoi je m'attendais. Parce que je m'attendais peut-être à ce que le film soit encore plus pollué par des discours à la con, étant maladroit avec l'IA, avec les corpos et tout, parce que bon, il y a quand même un truc anti-corpo dans Tron, toujours. Et là, je me suis dit, putain, avec Disney, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et en fait, c'est tellement léger, il n'y a tellement aucune prise de risque que du coup, il n'y a pas de problème. Dernière section spoil qui concerne la scène, j'allais dire pré-générique, mais c'est que du coup, Ares, il envoie une carte postale à son amoureuse Kim. Et enfin, je dis son amoureuse parce que vraiment, parfois il y a des plans où tu te dis ils vont s'embrasser et tout, mais c'est Disney donc en fait non. En fait non. Et il lui envoie sa carte postale et tu vois qu'il est, je sais pas où, au Népal, je sais pas où il est. Il a une photo de Korra et Sam. Je crois que c'est une vraie photo qu'ils ont fait pour ce film. Ça se trouve, est-ce qu'ils ont utilisé de l'IA pour la photo? Ça serait pas bien. Et il a une photo en mode oui bah voilà il y a des choses à découvrir, mais c'est tout, c'est juste, donc pour moi ça ne présage rien du tout. C'est-à-dire ils ont mis cette scène, ok, Ares va explorer le monde et il va peut-être essayer d'aller rencontrer Korra, mais c'est tout. Et concrètement ça ne disait pas grand chose de la suite. Quant au méchant qui est enfermé dans sa grille à lui, ben en fait le FBI va arriver chez Dillinger et va faire une saisie et en fait il est juste Keblo dans son monde. Enfin c'est genre au final qu'est-ce qui va se passer? Ouais il est dans sa grille, mais à moins que la grille fonctionne sans électricité offline, hein, c'est possible, hein, je veux dire la grille de Tron Legacy apparemment elle tournait dans son bunker souterrain, mais et encore que ça c'est toujours justifié, il y a une arrivée électrique quoi. Quand Sam arrive dans Tron Legacy, je crois qu'il allume les disjoncteurs, donc peut-être que le truc était éteint. Peut-être que en réalité, ça justifie pas que Jeff Bridges ait autant vieilli du coup, à moins que le temps se déroule différemment. Mais ce que je sais pas, juste par exemple, mais on s'en fout un peu, c'est est-ce que le monde de la grille de Tron Legacy, est-ce qu'elle a évolué pendant les 20 années où il a grandi, ou est-ce que en fait, dès lors que Kevin Flynn a disparu, les gens se sont dit ouais bon bah le mec a disparu, tant pis on éteint tout et puis ça dégage. Parce que là dans ce film au début quand ils sont je sais pas où ils sont en Alaska et tout, on t'explique qu'ils ont de l'électricité clairement, enfin que le truc reste allumé. Enfin. Bref, Tron Ares, c'est plutôt divertissant à regarder au cinéma. Voilà, par contre c'est sûr que j'en attendais plus. Je savais qu'avec ce réalisateur et cet écrivain on n'aurait rien de très très bien. Hein. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas plus d'ambition. J'avoue que s'il y a une suite, j'irai voir toujours. Mais voilà, est-ce que ça va... Moi, on sait ce que veut Disney avec. Hein. Ils veulent vendre des jouets, ils veulent vendre des jeux, sauf que bon, aujourd'hui, ça marche plus trop. Ils avaient une très bonne série animée à l'époque. Hein. Ils ont fait qu'une saison. Tron Uprising, j'ai beaucoup aimé. Mais ça m'étonnerait qu'un jour ça reprenne ce truc, parce que bon, personne n'a regardé et... ça se passait dans l'univers de Tron Legacy juste avant, en fait, pendant en gros la révolte. Et ça aurait pu être intéressant, il aurait pu y avoir des choses. Ouais, j'en attendais plus surtout de la grille, je trouve, représentation informatique, tout ce qui se passe dans le vrai monde, c'est sympa. Ça fait boum boum, les plans sont jolis, après les personnages sont pas très intéressants. C'est jamais catastrophique ce que je dis, hein. Et j'ai beaucoup parlé de la cohérence de l'univers et là c'est vraiment pour pinailler. Je veux dire Jurassic World dernier là, Renaissance, Rebirth, j'en sais rien. Tu vois, c'est un film que j'ai pas... Cette année j'ai été... on n'a pas eu des très très grands films cette année. On en a quelques-uns, hein. Tu vois, on a eu Sirat, on a eu The Brutalist, on a Un Simple Accident qui est très bien, on a eu Creation of the Gods la partie 2, on a Neja 2 qui était très cool,
On a Escape from the 21st Century, parce que comme ça j'ai enchaîné, voilà, il y a les 3 films chinois dans le top 10. Caught Stealing là, d'Darren Aronofsky, ça ressemblait à un film de Guy Ritchie, mais je trouvais ça ok. Tu vois Une bataille après l'autre là, de Paul Thomas Anderson, qui est très bien, parce que c'est Paul Thomas Anderson et c'est toujours très bien. Voilà, on a quelques bons films, mais c'est vrai que cette année on a eu quand même pas mal de déconvenus. Même si au fond du classement il y aura toujours au fond du classement le film Minecraft, voilà. Et putain, il y a eu The Amateur, non, on a eu des grosses merdes. J'ai pas tout vu, j'ai pas encore vu 28 ans plus tard, par exemple. Bref, et Tron Ares, bah voilà, c'est un autre film Disney. Tron Legacy, la fin de la séance IMAX 3D, j'étais avec mon pote, on voulait appeler le projectionniste en mode s'il vous plaît, vous pouvez relancer le film, je l'aurais revu, franchement, le film une deuxième fois je l'aurais revu. Mais après il y avait Gravity qui passait en IMAX 3D, ce qui aurait pu être la deuxième meilleure séance de ma vie. Hein. Sauf que bah, après ça finissait après minuit et que c'est toujours à perpète et j'attends toujours mon IMAX près de chez moi, pâté s'il vous plaît. Là, ce film-là, il n'y a pas vraiment de scène qui dit oh, j'ai envie d'aller revoir vraiment ce plan précis. Parfois, il y a des films, c'est comme ça, hein, c'est peut-être juste une musique, une scène, un plan, j'ai envie de le revoir. S'il rate, je suis allé le revoir, limite quasiment que pour le plan où le titre apparaît. J'adore cette scène. Là, il n'y a vraiment pas ça. Même pas quand le titre Tron Ares apparaît. Surtout un film Tron Ares où Ares n'est pas très intéressant. Athéna n'est pas intéressante, Jeff Bridges n'en a rien à foutre, Cillian Murphy n'existe plus, alors ça aurait pu être lui le méchant, ou là je crois que c'est son fils du coup là, le méchant dans ce truc. L'héroïne Kim n'est pas très intéressante, et Tron n'existe pas, je l'ai peut-être déjà dit. Et j'oublie un truc, quand on est dans le générique d'intro au début, je vois le nom Cameron Monaghan, je fais ok. Un peu plus tard dans le film on le voit pendant 2 secondes. Littéralement, hein. Et après il est plus là puisqu'il est mort. Et quel enfer! Pourquoi? Je comprends pas. Je me posais aussi la question de ce que ça donne envie d'acheter des Blu-ray parce que récemment ils ont sorti des Blu-ray 4K de Tron et Tron Legacy. Moi j'aime bien acheter ces trucs-là. Franchement j'ai regardé très sérieusement le Blu-ray de Tron Legacy en steelbook et c'est 55 €. Un Blu-ray, hein, enfin, dans un joli steelbook, mais enfin, tu payes 30 € un Blu-ray, ok, mais 55, et ça veut dire que si tu veux Tron et Tron Legacy en steelbook joli, et c'est même pas des collectors avec plein de trucs dedans, hein. C'est juste des steelbooks, et ça fait 110 € pour 2 films. Et autant d'un côté, ces grosses boîtes comme Disney sont en train de faire baisser la valeur unitaire du film en proposant du contenu en façon limitée sur des plateformes et en s'apercevant que bah en fait merde ça nous coûte de l'argent ce truc et en fait c'est pas assez cher donc on monte les prix et puis les gens on les a habitués grâce à Netflix à payer que dalle, donc bon il y a un gros problème là-dessus et le cercle vicieux c'est que du coup les gens achètent plus de physique donc ça devient des objets collector. Donc on en fabrique encore moins en fait. Aujourd'hui, moi je cherche le Blu-ray 4K ou un Blu-ray de la saison 1 de Andor, pareil, dans une jolie version, pas juste une boîte en plastoc. Ça n'existe pas, ou ça coûte 400 € sur eBay. Et en fait, voilà, on arrive à cette situation absurde où aujourd'hui, si tu veux acheter du physique, bah en fait, tu es un collectionneur et tu es obligé de précommander. Et moi, j'ai pas envie de payer 55 € un Blu-ray d'un film que j'ai déjà. J'ai le Blu-ray 3D de Tron Legacy, parce que là-bas c'était un film 3D, mais on a oublié la 3D et bon, voilà. L'intérêt de la 4K, je crois que c'est que tu dois avoir une piste Atmos. Bref, non, je mentionnais ça parce que ça m'avait intrigué récemment, mais voilà, forcément, Tron Ares, ça donne pas envie. Mais ils feront un coffret avec les 3 films. Mais quand on est bon, on n'achète pas les coffrets. Il y a des films, genre la trilogie de Dark Knight, j'avais des Blu-ray, j'ai racheté les coffrets 4K. Mais pour ça, j'attends au moment où la Fnac va faire ses soldes, temps d'acheter, temps offert, machin, des bons pros. Mais je vais pas sur un coup de tête me dire oh, Tron Legacy est sorti un peu. Je l'ai vu, hein, franchement, j'ai vu l'info quand c'est sorti fin septembre. Mais 55 balles, faut se calmer quand même. J'espère que cette critique vous aura plu. Bon, critique, j'ai parlé de plein de trucs, de cinéma en général. Voilà, je voulais y revenir parce que c'est une licence qui est
cher à mon cœur et je suis content quelque part que un film comme ça permette de la maintenir en vie, voilà. Mais ça aurait dû être mieux et justement c'est pas assez bien pour justifier que ça continue. C'est ça le problème, c'est ça la tristesse de ce genre de film. Je vais pas juste me satisfaire de la présence d'un nouveau film si ce film n'est pas à la hauteur. Et on peut faire des concessions, on peut accepter des choses, hein. Moi effectivement j'étais prêt à accepter que à cause des réécritures et du délai et des abandons, je savais que ce film n'allait pas être bon, mais c'est l'occasion justement à ce moment-là d'écrire autre chose et d'essayer de rester pertinent. Et là, en fait, tu sens la volonté de n'être qu'un divertissement. C'est peut-être mieux que... En fait, c'est ça le truc. C'est ce que j'essaie d'exprimer tout à l'heure, c'est que peut-être que l'avantage de rester léger et de ne pas chercher à apporter un discours approfondi fait que du coup, on n'a pas affaire à un étron, comme certains ont fait de la blague. Parce que si le film est pourri, et en plus essaie d'avoir un discours et tout, c'est encore pire, je pense. Là, au moins, tu sens que le film, en vrai, se prend pas à 100% au sérieux. On fait des références, hein, End of Line, tout ça. Mais voilà, c'est triste qu'on arrive à cet entre-deux où pour pas qu'il y ait de prise de risque, on est obligé d'avoir des films vraiment qui racontent pas grand-chose. Et ça permet d'avoir un film qui sera peut-être moins rejeté, je pense, par les critiques et par le public, qu'un film qui va vouloir se prendre au sérieux et apporter un discours et avoir des vraies prises de risque. Là, en vrai, la prise de risque, c'est quand même de faire un film Tron qui se passe pas vraiment dans les univers informatiques, qui se passe à l'extérieur. Mais en même temps, quand tu vois ce qu'ils font dans l'univers informatique, tu vois qu'ils n'avaient aucune idée. Voilà. Enfin, clairement, c'est pas du tout là-dessus où ils ont réfléchi. Voilà, je vais pas faire traîner plus et cette fois, c'est moi qui vais vous dire fin de communication, end of line.